écrit par Greg Cayes, The Elder Scrolls, La Cité Infernale. Chapitre 1. Une jeune femme pâle aux longues boucles d'ébène et un mâle aux écailles d'un vert boueux et aux épines couleur chocolat se tenaient accroupis sur les chevrons d'une villa pourrissante de l'île Motte, connue de certains comme le joyau suppurant du Marais Noir. « Tu vas donc bien finir par me tuer » lança le reptile à la jeune femme. Il s'exprimait d'un air songeur, et dans la faible lumière qui filtrait depuis le toit de tuiles en ruine, l'expression de ses traits de saurien était posée. « Te faire tuer, pour être exact, » répondit-elle. Elle écarta une mèche de son visage et pointa son nez légèrement aquilin et son regard d'un vert tacheté de gris vers la vaste étendue en contrebas. « Le résultat est le même, » siffla son compagnon. Anaïg se laissa tomber au creux de l'immense fauteuil de cuir de son père, les mains jointes derrière sa nuque. « Allez, Glim, dit-elle. Impossible de laisser passer ça. » Oh, je crois qu'on peut affirmer sans se tromper que si, c'est tout à fait possible, répondit Mère Glim. Il était affalé sur un canapé en osier au ras du sol, un bras suspendu au-dessus d'une table basse en cyprès, dont la surface était soutenue par une statuette en forme de guerrier Khajiit accroupi. Face au rideau blanc inondé de soleil qui décorait l'immense baie vitrée de l'étude, on ne distinguait de l'Argonien que sa silhouette. « Voici quelques trucs que nous pourrions faire à la place, » dit-il, en faisant cliqueter une griffe noire et brillante sur la table. « Rester ici dans la villa de ton père et boire son vin. » Une deuxième griffe s'abattit. « Emporter une partie du vin en question sur les quais et le boire là-bas. » Une troisième. « En boire la moitié ici et la moitié sur les quais. » Glim, ça fait combien de temps que nous n'avons pas vécu d'aventure ? Le regard paresseux de l'interpellé scruta les traits d'Anaïg. Si par aventure tu veux dire un exercice épuisant et dangereux, ça ne fait pas très longtemps. Pas assez en tout cas. Il agita les doigts des deux mains, comme s'il essayait de se débarrasser de quelque chose de collant. Façon typiquement l'île-mottienne d'exprimer son agitation. Les membranes entre ses doigts luisaient d'un éclat vert translucide. « Tu t'es remis à lire » demanda-t-il. Cela sonnait comme une accusation, comme si lire était une autre manière d'évoquer, disons, un infanticide. Un peu, admit-elle. Que pourrais-je faire d'autre ? On s'ennuie tellement ici, il n'arrive jamais rien. Et pourtant tu y mets du tien, répondit Mère Glim. Nous avons bien failli nous faire arrêter durant ta dernière petite aventure. Oui, et tu ne t'es pas senti vivant à ce moment-là ? Voulut-elle savoir. Je n'ai pas besoin de me sentir vivant, répliqua l'Argonien. Je suis vivant, et je préférerais le rester. Tu sais bien ce que je veux dire. Voilà une affirmation bien audacieuse, lança Mère Glim en reniflant. Anaïg se redressa sur son siège. Je suis audacieuse comme fille. Allez, Glim, c'est un crocodile-garou, j'en suis certaine. Et nous pouvons en obtenir la preuve. Pour commencer, les crocodiles-garous, ça n'existe pas, répondit Mère Glim. Ensuite, si c'était le cas, pourquoi diantre voudrions-nous le prouver ? Parce que les gens voudraient savoir. On serait célèbre. Et il est dangereux. Des gens disparaissent sans arrêt dans le coin. Ah bah du pu. Évidemment, c'est l'un des quartiers les plus malfamés de la ville. Arrête, dit-elle. Ils ont trouvé des gens coupés en deux à coups de dents. Quelle autre créature pourrait faire ça ? Un crocodile ordinaire et plein d'autres choses, à vrai dire. Avec un peu d'effort, je pourrais sans doute y arriver moi aussi. Répondit l'Argonien en s'agitant de nouveau. Écoute, si tu es sûr de ce que tu dis, demande à ton père de convaincre le sous-gardien Ethan d'envoyer des gardes sur place. Oui, et si je me trompe, mon père aura l'air bête.
C'est ce que je suis en train de te dire, Glim. Il faut que j'en ai le cœur net, je dois trouver une preuve. Je l'ai suivi plusieurs fois. Il entr'ouvrit la bouche, incrédule. Tu as quoi? Il a l'air humain, Glim, mais il va-et-vient en utilisant le canal à la manière d'un argonien. C'est comme ça que je l'ai remarqué. Et quand j'ai regardé là où il était sorti, je suis convaincu que les premières traces de pas étaient celles d'un crocodile, suivies de celles d'un homme. Glim referma la bouche et secoua la tête. Ou bien un homme a marché sur les traces d'un crocodile, dit-il. Et il existe des potions et des amulettes qui permettent de respirer sous l'eau, même à vous autres, halteurs. Mais il fait ça tout le temps. Pourquoi? Aide-moi à le découvrir, Glim. Son ami émit un long sifflement. Et ensuite, on pourra s'enivrer du vin de ton paternel? S'il n'a pas déjà tout bu. D'accord. Génial, dit-elle en battant des mains de joie. Je connais ses habitudes. Il ne reviendra pas à son repère avant la tombée de la nuit, alors on devrait y aller maintenant. Repère? Bien sûr, c'est comme ça que ça s'appelle pour ce genre de créature, non? Un repère. D'accord, un repère. Je te suis. Et maintenant nous y sommes, songea Anaïg. Ils avaient traversé les hauteurs du vieux quartier impérial pour rejoindre le cœur ancien et gangréné de l'île Motte, Bas-du-Pu. Les impériaux avaient habité là eux aussi, à l'époque où l'Empire avait entrepris d'imposer sa volonté et son architecture aux hommes lézards du Marais Noir. À présent, toutefois, seuls les individus les plus sinistres ou désespérés vivaient dans cet endroit où les patrouilles venaient rarement. Pauvres parmi les pauvres, ennemis politiques du parti argonien d'An-Xilil qui dominait désormais la ville, criminels et monstres. Ils n'eurent guère de mal à trouver le repère, qui s'avéra être un recoin vivable d'une habitation si ancienne que le rez-de-chaussée était complètement envasé. Ce qui en restait était branlant et caverneux, ce qui n'était pas rare dans cette partie de la ville. L'étrangeté tenait plutôt à l'absence de squatteurs. L'unique habitant avait meublé l'endroit d'objets de récupération, mais il y avait aussi quelques belles chaises et un lit très correct. C'est à peu près tout ce qu'ils virent avant d'entendre des voix en provenance du chemin qu'ils venaient d'emprunter, c'est-à-dire le seul possible. Anaïg et Glim étaient acculés. Et ici les parois étaient de pierre. La seule issue consistait à monter un vieil escalier puis à rejoindre le toit en escaladant la charpente de la vieille demeure. Anaïg se demandait quel genre de bois, s'il s'agissait bien de bois, pouvait résister aussi longtemps à la décomposition. Le matériau dont était constitué le mur et les sols semblait à peine plus solide que du papier. Ils allaient devoir faire attention à rester sur les poutres. Glim retint son souffle. Les silhouettes du groupe en contrebas venaient de lever les yeux. Non droit vers eux, mais plus ou moins dans leur direction. Anaïg saisit une petite fiole dans la poche gauche de son gilet croisé, et en but le contenu. Cela avait un goût évoquant le melon, mais en très amer. Elle sentait ses poumons qui se gonflaient, puis se vidaient. L'attraction élastique de son corps autour de ses os. Son cœur paraissait vibrer plutôt que battre. Et le plus étrange était qu'elle n'aurait pas su dire s'il s'agissait de peur. Les bruits étouffés en contrebas devinrent soudain beaucoup plus forts, comme s'ils s'étaient tenus au milieu d'eux. « Où est-il » demanda l'un des individus. Il était difficile de les distinguer dans la lumière tamisée, mais celui-ci semblait avoir le teint plus sombre que les autres. Peut-être un Dunmer. « Il est en chemin » répondit un autre. Celui-ci ou celle-ci était de toute évidence un Khajiit. Tout dans sa manière de bouger dénotait le félin. « Il est même arrivé » lança une troisième voix. Anaïg vit l'homme qu'elle suivait depuis quelques jours rejoindre les autres. Comme eux, il était trop loin pour qu'elle puisse distinguer autre chose que sa silhouette.
mais elle le reconnut à son dos bossu auquel elle ajouta de mémoire un long visage de brute et une chevelure mal peignée. « Vous l'avez » demanda le Khajiit. « Je viens juste de le rapporter en passant par la rivière. »« Ça semble bien compliqué, » commenta le Khajiit. « Je me suis toujours demandé pourquoi vous n'utilisiez pas un argonien pour ça. » Je ne leur fais pas confiance, et puis ils ont des anguilles déchiqueteuses dressées pour chasser les argoniens qui tentent de traverser le canal extérieur. Elles sont beaucoup moins douées pour me repérer, surtout si je m'enduis d'abord d'excréments d'anguilles. Dégoûtant. C'est une part du travail que vous pouvez vous garder. Tant que je suis payé pour, dit l'homme en retirant sa chemise avant de se séparer de la bosse dans son dos. Jetez donc un œil. Ou goûtez si vous voulez. Oh, des draps divins, jura Anaïg depuis son perchoir. Ce n'est pas un croque-garou, c'est un contrebandier de skouma. Tu vas donc bien finir par me tuer, dit Glim. Te faire tuer pour être exact. Le résultat est le même. À cet instant, Anaïg fut certaine de ressentir de la peur. Une peur flamboyante, terrible, animale. « Au fait, » demanda le Khajiit en baissant la voix, « qui sont les deux là-haut parmi les chevrons ?» L'homme leva la tête. « Shoot ! Aucune idée. Ils ne sont pas avec moi. »« J'espère bien. J'ai envoyé Patch et Flitch les éliminer. »« Oh, Gauk !» siffla Anaïg. « Glim, on se bouge !» Lorsqu'elle se redressa, quelque chose fendit l'air près d'elle. Un bruit aigu s'échappa de sa gorge. « J'en étais sûr !» gronda Glim. « Viens, il faut qu'on atteigne le toit !» Ils coururent le long des poutres et quelqu'un dans leur dos poussa un cri. Elle entendait désormais les bruits de leurs pas. Pourquoi n'avait-elle rien perçu auparavant ? Un enchantement quelconque ? Là-bas, dit Glim. Elle vit de quoi il parlait. Une partie du toit s'était écroulée et reposait sur les chevrons, formant une rampe de fortune. Ils l'escaladèrent en hâte. Quelque chose de chaud et d'humide tentait de s'arracher à la poitrine d'Anaïg et elle se demanda, hystérique, si elle n'avait pas été atteinte par une flèche. Si elle n'était pas en train de se vider de son sang. Mais ils atteignirent le toit, et une chute potentielle de 15 mètres. Elle sortit 2 fioles et entendit une amère Glim. « Bois et saute !» dit-elle. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» « Je n'en suis pas sûr, c'est censé nous faire voler. »« Censé ? Où est-ce que tu as eu ça ? » ?»« C'est important. »« Oh, Partal, c'est toi qui l'as faite, c'est ça ? Sans formule ? Tu te souviens de ce truc qui devait me rendre invisible ? Ça t'a plus ou moins rendu invisible. Ma peau est devenue translucide, j'avais l'air d'un sac d'abat ambulant. » Anaïg avala sa potion. « Pas le temps, Glim, c'est notre seule chance. » Constatant que leur poursuivant était en train de gravir la rampe, elle sauta, en se demandant si elle devait battre des bras ou... Mais elle ne fit que tomber comme une pierre avec un petit cri haut perché. Puis, sa chute ralentit. Après quoi, elle se retrouva à dériver dans l'air, poussée par le vent telle une bulle de savon. Elle entendit les hommes brailler depuis le toit et se tourna pour voir Glim qui flottait juste derrière elle. « Tu vois ? Tu devrais avoir un peu plus confiance en moi. » À peine avait-elle terminé sa phrase, qu'ils chutèrent droit vers le sol. Plus tard, endoloris, mal en point et traînant avec eux l'odeur du tas d'ordures qui avait amorti leur atterrissage, ils retournèrent jusqu'à la villa du père d'Anaïg. Ils trouvèrent celui-ci comme évanoui sur le siège même qu'Anaïg avait occupé le matin. Elle demeura immobile quelques instants à l'observer. Ses doigts pâles cramponnés à une bouteille de vin, ses cheveux gris et de plus en plus rares. Elle tenta de se remémorer l'homme qu'il avait été avant que sa mère ne meure,
avant que les Anxilil n'aient arraché l'île Motte à l'Empire et pillé leurs propriétés. Elle n'y parvint pas. « Viens, fit-elle à Merglim. » Ils choisirent 3 bouteilles de vin dans la cave, qu'ils montèrent jusqu'au balcon, au sommet de l'escalier en spirale. Elle y alluma une petite lanterne de papier, et, ainsi éclairée, remplit 2 élégants gobelets de cristal. « À nous, dit-elle. » Ils burent. L'ancienne l'île Motte impériale s'étalait en contrebas, carcasse délabrée de villas assaillies par les plantes grimpantes et terrains envahis par les palmiers et les bambous. Tout était sombre à présent, comme taillé dans du velours noir, à l'exception des zones illuminées par l'éclat phosphorescent des moisissures ou des volutes aériennes jaunes, cousines inoffensives des feux follets mortels que l'on trouvait au plus profond des marais. « Et maintenant, tu ne te sens pas plus vivant que jamais ?» demanda Anaïg en se resservant. Glim cligna des paupières très lentement. « Eh bien, il est certain que j'ai une conscience plus aiguë du contraste entre la vie et la mort, » répondit-il. « C'est un début, » dit-elle. Quelques instants passèrent. « Nous avons eu de la chance, » commenta Glim. « Je sais, mais... » « Quoi ? » Eh bien, ce n'est pas un croque-garou, mais nous pouvons au moins dénoncer les trafiquants de skooma aux sous-gardiens. Ils seront déjà partis avant qu'ils interviennent. Et même s'ils se font attraper, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Rien n'arrêtera le commerce du skooma. C'est sûr si personne n'essaie, répliqua Anaïg. Sans vouloir t'offenser, Glim, j'aimerais que le Marais Noir fasse encore partie de l'Empire. Je n'en doute pas. Si c'était le cas, ton père serait encore un homme riche, et non un conseiller mal payé auprès des Anxilil. Ce n'est pas ça, dit-elle. C'est juste que Avec l'Empire, il y avait une justice, et une forme d'honneur. Tu n'étais même pas né. C'est vrai, mais je sais lire, Merglim. Qui sont les auteurs de ces bouquins? Des Bretons? Des impériaux? Et là, tu me fais de la propagande Anxilil. L'Empire est en train de se reconstruire. Titus Médée a entamé le mouvement, et à présent son fils Atrébus est à ses côtés. Ils vont ramener l'ordre dans ce monde. Et nous rêvassons ici à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. L'Argonien la gratifia de son imitation de haussement d'épaules. Il y a des endroits pires que l'île Motte. Et des endroits meilleurs. Des lieux où nous pourrions aller, où nous pourrions faire la différence. C'est le retour de ton discours sur la cité impériale. J'aime cet endroit. C'est chez moi ici. D'accord, on se connaît depuis l'éclosion, et si tu ne savais pas déjà que tu es capable de me convaincre de presque n'importe quoi, maintenant tu le sais. Mais quitter le Marais Noir, ça c'est quelque chose que tu ne me feras pas faire. N'essaie même pas. Tu n'attends pas plus de la vie, Glim? À manger, à boire, de bons moments. Pourquoi désirer plus? Ce sont les gens qui veulent faire la différence qui causent tous les problèmes. Ceux qui pensent savoir ce qui est mieux pour tout le monde. Ceux qui sont persuadés de comprendre ce dont les autres ont besoin sans jamais prendre le temps de leur demander. C'est ça que ton Titus Médée propage autour de lui, non? Sa version de la façon dont les choses devraient être. Il y a des choses justes et d'autres injustes, Glim. Le bien et le mal, ça existe. Si tu le dis. Le prince Atrébus a sauvé une colonie entière de ton peuple de l'esclavage. Que crois-tu qu'il ressent à propos de l'Empire? Les miens connaissaient l'esclavage sous l'Ancien Empire. Nous le connaissions même bien. Oui, mais cela se terminait quand la crise d'Oblivion a eu lieu. Écoute, même toi, tu dois admettre que si Mérune Dagon avait gagné, si Martin ne l'avait pas vaincu... Martin et l'Empire ne l'ont pas vaincu dans le Marais Noir, l'interrompit Glim en haussant la voix. Ce sont les Anxilil. Lorsque les portes se sont ouvertes, les Argoniens se sont déversés en Oblivion avec une telle puissance et une telle fureur que les lieutenants de Dagon ont dû les refermer.
Anaïg réalisa qu'elle s'était écartée de son ami et que son pouls était accéléré. Elle perçut une odeur âcre et légèrement sulfureuse. Stupéfaite, elle le contempla pendant quelques secondes. « D'accord, » finit-elle par dire, tandis que la senteur se dissipait. Mais sans le sacrifice de Martin, Dagon aurait fini par s'emparer aussi du marais noir, et fait de ce monde son terrain de chasse. Glim se tourna et tendit son gobelet pour qu'elle le resserve. « Je n'ai aucune envie que nous nous disputions pour ça, dit-il. Je ne vois pas en quoi c'est important. Tu as pourtant eu l'air de trouver ça important l'espace d'un instant, mon vieux. J'ai bien cru déceler une pointe de passion dans ta voix. Et ton odeur laissait entendre que tu étais prêt à en découdre. C'est le vin, rien de plus, maugréa-t-il avec un geste désinvolte de la main. Et toutes ces péripéties, est-ce qu'on pourrait se contenter pour la soirée de fêter le fait que ta potion de vol n'était pas un échec total ? Anaïg sentait une boule de chaleur envahir son ventre. Le vin était à l'œuvre. Oui, d'accord. J'imagine que ça mérite bien un toast ou deux. Ils trinquèrent, après quoi Glim lui lança un petit regard en biais. Bref, lança-t-il avant de s'interrompre. Quoi ? Il la gratifia de son sourire de lézard et secoua la tête. Tu n'auras pas forcément besoin de courir derrière les ennuis. D'après ce que j'ai entendu dire, ceci nous arrive peut-être droit dessus. Qu'est-ce que tu racontes ? L'oracle du vent est arrivé au port aujourd'hui. Le navire de ton cousin Ixtanacha ? Oui. Il dit qu'il y a un truc au large et qui arrive par ici. Quoi donc ? C'est là que ça devient dingue. Il a dit que ça ressemblait à une île avec une ville dessus. Une île non répertoriée ? Une île non ancrée, flottant dans les airs, volante. Anaïg fronça les sourcils, posa son verre et agita l'index en direction de son compagnon. Ce n'est pas drôle, Glim. Arrête de te payer ma tête. Non, je n'avais pas prévu de t'en parler, mais avec le vin... Elle se redressa d'un coup. T'es sérieux ? Elle arrive par ici ? Qui le dit ? Il reprit son verre et se cala contre le dossier de son siège. Il va falloir que je réfléchisse à cette histoire. Une cité volante. Ça pourrait être une survivance de l'ère mérétique. Ou plus ancienne encore, c'est excitant. Je ferais bien d'aller voir Ekua demain, lança Anaïg sans parvenir à réprimer un immense sourire. Ils terminèrent la bouteille et en ouvrirent une autre, très chère. Dehors, la pluie revint, comme elle le faisait toujours, rideaux mouvants et scintillant dans l'éclat des lampes, noyant pour un moment l'odeur de moisie et de décomposition de l'île Motte.